Les grandes fautes des nations ne sont jamais accidentelles, elles sont le produit de leurs idées. Alexis de Tocqueville. Dans son histoire, la France ne s'est pas toujours alliée à ses amis. Il lui est arrivé, à plusieurs reprises, de choisir des alliances qui semblaient, au regard de sa culture, de sa religion ou de ses principes, profondément contre nature. Ces décisions n'ont presque jamais été prises par idéologie pure ou par goût de la provocation. Elles ont été prises au nom d'un principe ancien et redoutable, la raison d'État. En 1543, le roi de France ouvre le port de Toulon à la flotte ottomane. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution s'allie à une idée qu'elle croit universelle, au prix d'une guerre totale. En 1940, un régime français pense préserver l'essentiel en pactisant avec l'Allemagne nazie. À chaque fois, la décision est défendable politiquement. À chaque fois, le coût humain, moral et culturel est immense. Alors une question traverse toute l'histoire de France. Jusqu'où un État peut-il aller pour se sauver sans se perdre ? Au milieu du XVIe siècle, la France est dans une position stratégique extrêmement fragile. François Ier fait face à un adversaire écrasant, Charles Quint, empereur du Saint-Empire, roi d'Espagne, maître d'un ensemble territorial sans équivalent en Europe. La France est encerclée, militairement affaiblie, diplomatiquement isolée. François Ier cherche des alliés partout où il peut. Il a déjà tenté, sans succès durable, de s'appuyer sur les princes protestants allemands. Il se tourne alors vers une puissance qui inquiète toute la chrétienté, l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique. Sur le plan diplomatique, l'alliance est rationnelle. Elle brise l'hégémonie de Charles Quint. Elle redonne à la France une marge de manœuvre. Mais en 1543, cette alliance prend une forme concrète, brutale, inédite. La flotte de Barberousse hiverne à Toulon. La population est déplacée. Les églises sont transformées en lieux de culte musulman. Même à une époque où la diplomatie est dure, cynique, violente, le choc est immense. Les contemporains comprennent immédiatement le caractère exceptionnel de l'événement. Fernand Braudel, dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, montre que cet épisode marque un tournant. La Méditerranée devient un espace de guerre totale, où les frontières religieuses cèdent devant la logique impériale. François Ier n'agit pas par trahison de la chrétienté. Il agit comme un prince de la Renaissance, héritier d'une pensée politique où la survie de l'État prime sur toute autre considération. Mais le prix est clair. La France accepte pour un temps de se nier symboliquement sur son propre sol. Trois siècles plus tard, la France ne s'allie plus à une puissance étrangère. Elle s'allie à quelque chose de bien plus redoutable, une idée qu'elle croit universelle. La Révolution française ne se pense pas comme un simple changement de régime, elle se pense comme un événement fondateur pour l'humanité entière. Comme l'a montré Alexis de Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, la rupture n'est pas totale. La Révolution radicalise des mécanismes déjà présents, centralisation, abstraction du pouvoir, méfiance envers les corps intermédiaires. Mais la nouveauté est ailleurs. La Révolution s'autorise à faire la guerre au nom de principes. Très vite, la guerre n'est plus seulement défensive, elle devient idéologique. Exporter la Révolution, c'est libérer les peuples, quitte à les contraindre. L'histoire de France montre que l'efficacité à court terme peut produire une fragilité à long terme. François Furet a montré combien cette logique transforme la violence politique. Lorsque l'État se croit porteur du bien, toute opposition devient suspecte, puis criminelle. La terreur n'est pas un accident, elle est le produit d'un raisonnement cohérent. Si la Révolution incarne la vérité historique, alors ses ennemis sont nécessairement illégitimes. Ici, l'alliance contre nature n'est plus religieuse, elle est morale et abstraite. Le peuple est sommé de se sacrifier au nom d'un avenir radieux.
En 1940, la France connaît l'une des plus grandes ruptures de son histoire. La défaite militaire est rapide, brutale, humiliante. Face à l'effondrement, une partie des élites françaises fait un choix qu'elle estime rationnel, collaborer avec l'Allemagne pour préserver ce qui peut l'être. Contrairement à une vision simpliste, ce choix n'est pas d'abord idéologique. Il est motivé par la peur. Peur de la guerre civile, peur du communisme, peur de la disparition pure et simple de l'État. Robert Paxton a montré que la collaboration ne fut pas seulement subie, mais souvent proposée. Beaucoup pensent agir en responsable, en gestionnaire du désastre. Raymond Aron parlera plus tard du tragique de l'action politique. Agir sans garantie morale, dans l'incertitude, avec des conséquences irréversibles. Le régime de Vichy croit préserver l'essentiel. Mais il sacrifie ce qui fonde la légitimité profonde de l'État, la fidélité à ses propres principes. Ces trois épisodes sont très différents, mais ils obéissent à une même logique. La raison d'État, conceptualisée dès la Renaissance par Giovanni Botero, repose sur une idée simple. L'État doit survivre, même si cela implique des transgressions morales. Le problème n'est pas l'existence de la raison d'État. Aucun État ne peut s'en passer. Le problème est son accumulation, son banalisation, son oubli des conséquences humaines. À chaque fois, une élite décide au nom de la survie, tandis que le peuple supporte le prix durable. Ce qui est frappant, dans ces alliances contre nature, ce n'est pas seulement ce que nous en pensons aujourd'hui. C'est qu'elles ont souvent choqué dès leur époque. En 1543, l'alliance avec l'Empire ottoman ne scandalise pas seulement Rome ou Madrid. Elle trouble profondément une partie de l'opinion française. Les chroniqueurs parlent d'un événement contre l'ordre naturel des choses, non pas parce que la diplomatie serait naïve, mais parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond que la stratégie, l'identité. Dès 1792, certains députés s'inquiètent. Une république qui prétend libérer les peuples par la guerre risque surtout de les écraser. Et en 1940, contrairement à une idée reçue, la collaboration ne fait pas consensus. Beaucoup la vivent comme un pis-aller tragique, d'autres comme une faute irréparable. Autrement dit, le malaise n'est pas une invention de l'historien moderne, il est contemporain des faits. Une question s'impose alors. La France est-elle un cas à part? A-t-elle été plus cynique, plus contradictoire, plus contre nature que les autres puissances européennes? La réponse est plus nuancée. Toutes les grandes puissances ont pratiqué la raison d'État. L'Angleterre, l'Espagne, la Prusse ont elles aussi noué des alliances improbables, mais la France présente une particularité. Souvent habillée d'un discours universel. Sous François Ier, on invoque l'équilibre de la chrétienté. Sous la Révolution, on invoque la liberté des peuples. Sous Vichy, on invoque la survie de la nation. À chaque fois, le langage change. Mais le mécanisme reste le même, rendre moralement acceptable ce qui est politiquement contraint. C'est peut-être là que se joue le tragique français, non pas dans la faute, mais dans la tentative permanente de la justifier. L'histoire ne juge pas, mais elle éclaire. À chaque époque, la France a cru se sauver par une alliance contre nature. Et à chaque fois, elle a découvert que survivre n'est pas seulement une affaire de puissance. La vraie question n'est peut-être pas « avions-nous le choix ?» mais plutôt « qu'acceptons-nous de perdre pour continuer à exister ?» À travers ces alliances contre nature, ce que l'histoire de France nous montre, ce n'est pas seulement une suite de décisions politiques. C'est une tension permanente, une tension entre la survie et la fidélité à soi-même. François Ier n'a pas livré Toulon par provocation. Les révolutionnaires n'ont pas fait la guerre par cruauté gratuite. Les dirigeants de 1940 n'ont pas choisi la collaboration par légèreté.
Tous ont agi en pensant éviter le pire. Et pourtant, le pire n'est jamais là où on l'attend. Il est souvent dans ce qu'on accepte de perdre en chemin. Une ville, une culture, une confiance, une âme politique. L'histoire n'est pas un tribunal, elle est un miroir. Elle ne nous dit pas ce qu'il fallait faire, elle nous montre ce que cela a coûté. Et peut-être est-ce cela, au fond, le tragique français. Non pas d'avoir parfois choisi contre soi, mais d'avoir toujours cru que ce choix serait sans conséquence. Si cette histoire vous intéresse, si ces zones grises, ces décisions impossibles, ces fractures silencieuses vous parlent, alors je vous invite à vous abonner. D'autres épisodes arrivent sur ces moments où l'histoire bascule, souvent sans bruit. Merci d'avoir pris ce temps.